On démarre le chrono. Ouais. Alors, je rappelle quand même qu'il y a deux grands, vous connaissez, hein, le professeur Katab en a parlé aussi tout à l'heure avec la petite qui avait une carence martiale. Il y a deux grands stades de la carence martiale, la déplétion martiale, où il y a une simple diminution de la ferritinémie sans atteinte de l'hémoglobine, et les deux réunis, l'anémie par carence martiale, où les deux sont diminués. Je vous ai mis ici les normes de l'OMS. Alors, notamment en Afrique, il y a beaucoup d'inflammation, on va y revenir, et vous savez que l'inflammation augmente la ferritinémie, et donc on a trois moyens pour diagnostiquer une carence martiale chez les enfants qui ont une inflammation, soit augmenter le seuil de la ferritinémie à 30 microgrammes par litre, c'est la solution la plus simple, soit utiliser le coefficient de saturation de la transférine, avec cependant le problème que la transférine, elle, a son taux qui diminue lors de l'inflammation, donc c'est aussi un peu biaisé. L'idéal est d'utiliser notamment l'augmentation de la forme circulante du récepteur membranaire de la transférine, mais ce n'est pas quelque chose qu'on trouve partout parce que c'est totalement indépendant de l'inflammation. Après ce rappel, un autre rappel, la carence martiale est la plus fréquente des maladies nutritionnelles de la planète. Regardez les fréquences. Si on parle en Europe, un tiers des adolescents, notamment des adolescentes, sont carencés en fer. C'est énorme. Et l'anémie touche quand même beaucoup, notamment d'adolescents. Et quand on passe dans les pays en voie de développement, on va prendre bien sûr d'autres chiffres, on a des chiffres absolument monstrueux. Donc une prévalence monstrueuse. Et pourquoi c'est la plus fréquente de la planète? C'est qu'elle touche à la fois les pays en voie de développement et les pays développés. On retrouvait la même chose avec l'obésité qui, petit à petit, touche les pays en voie de développement. Alors que la dénutrition, par exemple, il n'y a pas de 5 millions d'enfants qui meurent de dénutrition dans les pays développés. Alors, si on prend la prévalence de l'anémie, pas uniquement par carence martiale, mais c'est la principale cause, entre 6 et 60 mois, donc 5 ans, regardez, donc plus c'est foncé, plus la prévalence est importante. Regardez la prévalence en Afrique. C'est énorme. La prévalence de la carence martiale est énorme en Afrique. Et si on regarde de manière plus spécifique, alors tous les pays d'Afrique n'y sont pas, vous voyez que vous avez un chiffre global d'anémie, mais qu'il n'y a pas que la carence martiale de 60%, mais vous avez un chiffre ici de 32%. Un enfant sur 3 a une anémie par carence martiale. Et il y a des grandes différences, on va y revenir tout à l'heure, avec des pays comme l'Éthiopie, Somalie ou le Libéria, qui ont des taux élevés, et inversement, on va voir tout à l'heure pourquoi, enfin une hypothèse, et inversement, des pays comme la Sierra Leone, qui a un taux très très bas. Mais le reste reste globalement élevé. Alors vous savez aussi bien que moi que les conséquences de la carence martiale sont extrêmement importantes et relativement graves. L'anémie, tout le monde sait. La susceptibilité accrue aux infections, c'est grave partout, mais c'est particulièrement grave dans les pays en voie de développement, puisque les infections peuvent être mortelles. Et puis surtout quelque chose qu'on ne connaît moins bien, je trouve, c'est toutes les anomalies du développement neurocognitif et neuropsychiatrique. Quand on a une carence martiale, le fer est indispensable au développement et au fonctionnement cérébral, eh bien on a des troubles neurocognitifs. Et lorsque cette carence martiale atteint l'enfant très tôt, et on va voir qu'en Afrique c'est un problème, c'est-à-dire au cours des 1000 premiers jours, les 2 premières années de la vie, puisqu'il y a 9 mois de grossesse en plus, les lésions cérébrales sont irréversibles. Alors, si on continue, non seulement ça donne des complications, mais en plus, dans cette méta-analyse, qui porte, donc, vous voyez, sur 12 000 enfants âgés de 1 mois à 12 ans, et dans 6 pays africains, on voit que c'est une cause, que l'anémie, quelle qu'elle soit, alors il y a d'autres causes, hein, paludisme et d'autres causes, l'anémie est un facteur relié au risque de mortalité. Dès qu'on augmente l'hémoglobine de 1 gramme par décilitre, on diminue le risque de mortalité de 24%, ou inversement. C'est monstrueux. Et donc, un traitement efficace de l'anémie, notamment de l'anémie par carence martiale, permettrait de prévenir 1,8, près de 2 millions de décès dans ces pays-là. Vous voyez comme c'est énorme, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de 2 millions de morts, c'est énorme. Et vous avez la méta-analyse qui est à côté. Alors, ce qu'il faut pour s'attaquer à la carence martiale, essayer de voir quels sont les facteurs de risque de carence martiale en voie de développement. Bien sûr, je vais particulièrement me centrer sur l'Afrique. Alors, le premier facteur, on vient d'en parler,
c'est bien sûr la dénutrition. Vous avez ici des chiffres, plus c'est foncé, plus il y a de la dénutrition, et vous le savez mieux que moi, hein, que notamment en Afrique centrale, mais surtout en Afrique subsaharienne, on a beaucoup de dénutrition. Donc ça, c'est la dénutrition globale, dont bien sûr la carence en fer. Ensuite, et c'est un élément absolument majeur, on va y revenir avec l'Europe, c'est l'accès limité aux produits carnés. Le fer héminite, donc, qui est contenu dans l'hémoglobine et la myoglobine, donc amené par les produits carnés, a un taux d'absorption de 20 à 30%, alors que celui des fers non imiques, notamment amené par les végétaux, a un taux d'absorption qui est 7 à 8 fois moins important. Et quand on regarde la consommation de viande dans le monde, le trait rouge, c'est l'Afrique. Et vous voyez qu'au cours de ces 50 années, c'est en Afrique que maintenant on consomme le moins de viande. Dans les autres continents, ça a un peu augmenté, mais vous voyez qu'en Afrique, en 50 ans, il n'y a pratiquement pas d'augmentation de la consommation de viande, pour des raisons que vous savez mieux que moi. En plus, puisqu'on a parlé de dénutrition, eh bien, on a une corrélation inverse entre la disponibilité de la viande et la prévalence du retard de croissance. C'est-à-dire que plus il y a de viande, moins il y a de retard de croissance, et inversement. Vous voyez, ici, c'est un bilan de la FAO, c'est les bilans alimentaires, et c'est la consommation de viande et de poisson par individu. Plus c'est rouge et foncé, moins on en consomme. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge. Et en face, vous avez la dénutrition, le retard de croissance dans des différents pays africains, et vous voyez qu'elle est extrêmement élevée. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est l'allaitement maternel prolongé. Voilà le contenu en fer du lait de mer, hein, qui est relativement constant, même selon les pays, 0,35 mg par litre, ce qui est très peu, avec une très bonne biodisponibilité, puisqu'elle est de 50%, mais les besoins en fer absorbés que nous avons définis à la SFP sont de 1,1 mg. Donc si vous faites le calcul, il faut 6 litres par jour pour assurer les besoins en fer. C'est impossible. C'est impossible. Après 6 mois, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'après 6 mois, il faut supplémenter tous les enfants encore exclusivement ou majoritairement allaités en fer. Même en France, ce n'est pas bien fait. Quatrièmement, on a un problème assez majeur en Afrique, qui est la pica et la géophagie. C'est-à-dire qu'ils mangent soit de la terre, soit du kaolin. Vous savez, ça se fait dans certains... C'est des pierres calcaires, et il paraît que c'est bon, enfin, je n'ai jamais goûté. Et donc, vous voyez, au Kenya, 73% des enfants consomment 28 grammes de terre par jour. En Zambie, 74%, 25 grammes de terre par jour. Et la terre chélate le fer, augmente la plombémie et donc participe à l'anémie, et notamment par l'anémie par carence martiale, et infecte ces enfants par des parasites, notamment Ascaris lubricoides et Trichurus trichuria, que vous devez connaître, j'espère, mieux que moi. Et tout ça, ça contribue à augmenter l'anémie. Cinquièmement, c'est la pauvreté des sols en fer. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, les deux pays où il y a le plus de prévalence d'anémie, c'est, par carence martiale, c'est l'Éthiopie et le Libéria, et celle où il y en a le moins, c'est la Sierra Leone. Eh bien, on retrouve ici la richesse en fer. Dans certains pays comme la Sierra Leone, pour des raisons que j'ignore, la terre est très riche en fer, enfin, en tout cas, suffisamment riche en fer, et il y a moins de carence martiale, alors que en Éthiopie et en Libéria, c'est l'inverse, et il y a beaucoup plus de carence martiale. Le sixième élément qui explique ça, c'est les infections chroniques. Les enfants, en Afrique notamment, sont souvent infectés, bien sûr par le paludisme. Alors le paludisme aggrave l'anémie parce qu'elle provoque une hémolyse, mais elle augmente aussi l'hepsidine. L'hepsidine, on va voir ça tout de suite, c'est une molécule qui inhibe l'absorption du fer. Et lorsque les Plasmodium falciparum sont là, ils libèrent de l'hémozoïne, et l'hémozoïne, non seulement augmente l'hepsidine, mais surtout inhibe l'érythropoïèse, donc participe bien évidemment à la carence martiale. Et puis il y a eu des bruits qui ont circulé et qui ont fait que beaucoup d'enfants n'avaient pas été supplémentés, c'est qu'on disait que si on supplémente les enfants en fer, on va augmenter le risque de paludisme sévère. On sait aujourd'hui que c'est faux. Il y a beaucoup d'helminthiases, notamment des schistosomoses, mais aussi des ankylostomoses et des trichocéphaloses, qui donnent des saignements digestifs et urinaires et qui contribuent à la carence martiale et à l'anémie. Et enfin, le professeur Katab aussi en a parlé tout à l'heure, Helicobacter pylori. En Afrique, c'est le taux d'infection le plus élevé au monde, l'Helicobacter pylori.
Alors, il n'y a pas beaucoup de données disponibles en lien avec la carence martiale, mais on sait que non seulement le traitement améliore le pronostic du PTI, mais en plus, on sait aussi que devant une anémie par carence martiale récidivante, il faut penser à une infection à Helicobacter pylori. Alors voilà l'histoire de l'hepsidine. L'hepsidine, donc, c'est une molécule qui est sécrétée par le foie, et en cas d'inflammation, l'hepsidine augmente, et l'hepsidine inhibe l'absorption du fer. Et donc, quand on a une inflammation, on absorbe moins le fer. Enfin, et ça c'est absolument passionnant, une mauvaise sélection génétique favoriserait la malabsorption du fer. Effectivement, on a trouvé, en Afrique, je ne les ai pas détaillés là, mais les publications que je vous mets en dessous les détails, il existe des variants génétiques de l'hepsidine et de la ferroportine. Donc l'hepsidine et la ferroportine, vous voyez, c'est les deux molécules qui inhibent l'absorption du fer ou la facilitent. C'est des régulateurs de l'absorption du fer. Eh bien, il existe des variants génétiques, et ces variants génétiques font qu'on absorbe plus ou moins bien le fer. Et ceux qui ont été mal sélectionnés, c'est-à-dire sélectionnés pour avoir des variants génétiques qui font qu'ils absorbent moins bien le fer, eh bien, ça aggrave la carence martiale. Par exemple, en France, ceux qui ont des variants génétiques, notamment de l'hepsidine, qui font qu'ils absorbent anormalement le fer, c'est les seuls qui sont capables de devenir végétaliens. Tous les autres sont carencés très rapidement et abandonnent le végétalisme. Alors, pour terminer, comment on va prévenir la carence martiale? Alors déjà, parce que j'ai parlé de planète, je voulais quand même rappeler ce qu'on devrait faire dans les pays industrialisés, et qui s'applique bien évidemment à certains pays d'Afrique. Tout d'abord, n'oublions pas de supplémenter les prématurés en fer. C'est dans le même groupe de travail que j'ai animé pour la Société française de pédiatrie, c'est Lapillonne qui a écrit cette partie-là, donc c'était un numéro spécial. Donc vous voyez, c'est 2 mg kg si le poids de naissance est compris entre 1500 et 2500 grammes, et un peu plus en cas de poids de naissance inférieur à 1500, ou en cas de perte sanguine importante, ou en cas de traitement par érythropoïétine. On tiendra compte du fer qui est contenu dans la formule, c'est-à-dire que c'est la formule plus les médicaments qui doivent aboutir à cette dose-là. On ne débute pas à la naissance, sauf quand le poids de naissance est inférieur à 1500 grammes. On débute à 2 semaines de vie. Et si l'enfant a été transfusé, a eu une grosse charge en fer, on va doser la ferritinémie. Et on les supplémente pendant 6 à 12 mois, tout en surveillant l'hémoglobine et la ferritinémie. À partir de 6 mois, on l'a déjà dit, les enfants allaités doivent avoir une supplémentation en fer. Et pour assurer les besoins en fer chez les enfants qui ne sont pas allaités, c'est au moins 3 biberons par jour, 700 ml par jour. On va y revenir tout à l'heure dans le symposium. Et enfin, après 1 an, c'est le lait de croissance. Je ne développe pas trop parce que je vais y revenir largement dans le symposium que je vais faire tout à l'heure. La Société française de pédiatrie est très claire là-dessus. Et elle s'est basée sur des essais cliniques contrôlés et randomisés, vous voyez, 11 essais cliniques contrôlés et randomisés où on a comparé lait de croissance versus lait de vache, avec un suivi variable. Plus de 80% des études ont montré une évolution significativement favorable dans le groupe lait de croissance pour la ferritinémie. Les chiffres étaient moins impressionnants pour l'hémoglobine, mais tout simplement parce que pour que l'anémie apparaisse, ils partaient tous avec un statut martial normal, il faut du temps. Et donc, en 4 mois, on peut ne pas voir apparaître d'anémie. Et puis, une étude plus récente par une équipe française a montré, c'est une étude observationnelle, ils ont évalué donc sur 561 enfants français, en évaluant les apports en fer ingérés, ils se sont rendus compte, et c'est le chiffre qui est là, que les enfants qui ne consommaient pas de croissance, 45%, donc la moitié d'entre eux, avaient des apports inférieurs aux apports recommandés, donc asseyant l'idée que le lait de croissance est utile pour prévenir la carence en fer chez ces enfants. Et la Société française de pédiatrie avait préconisé de poursuivre le lait de croissance jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'ingérer 100 à 150 grammes de produits carnés par jour, c'est-à-dire bien au-delà de 3 ans. Il faut les continuer jusqu'à 4, 5, 6 ans. Et dès que l'enfant arrête de boire du lait de croissance, je rappelle, et contrairement à tout ce qui se dit dans notre pays et dans d'autres, qu'il faut manger 2 produits carnés par jour pour assurer les besoins en fer de la totalité d'une population. Ça, c'est dans les pays développés, et dans les pays en voie de développement, comment on peut faire? Eh bien, on peut corriger les facteurs favorisants, lutter contre la pica et la géophagie, c'est facile à dire, c'est sûrement très difficile à faire, améliorer le paludisme, là encore, et les helminthiases, facile à dire, sûrement assez difficile à faire. Et surtout, je pense que c'est ça qui va permettre, et avec la fondation dont je fais partie, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est supplémenter en fer. Alors, on a différents moyens.
Tout d'abord, c'est peut-être politiquement incorrect, mais en tout cas, dès 6 mois, l'idéal, comme je vous ai dit, chez les enfants allaités, il faudrait supplémenter en fer, mais sinon l'autre solution, c'est d'introduire le lait infantile dès l'âge de 6 mois. Le lait infantile étant riche en fer. Alors j'ai mis attention aux risques infectieux parce que c'est ça le problème dans les pays en développement. Le lait infantile, c'est de la poudre avec de l'eau. Et l'eau, c'est un vecteur de bactéries et mortel. Donc, voilà un moyen de pouvoir assurer les besoins en fer. Ensuite, il faut essayer d'enrichir les aliments en fer, les aliments destinés aux enfants. Alors on peut utiliser les biscuits, les boissons, donner des compléments à base de maïs, etc., le sel. Enrichir les plats végétaux en vitamine C, je vais vous dire juste un petit mot tout à l'heure parce qu'il y a des confusions, ce qui va augmenter la biodisponibilité du fer non héminique, mais ça n'agit pas sur le fer héminique. Enfin, l'utilisation d'éthylène diamine tétraacétate de sodium ferrique, avec le Na effet EDTA, et a montré que ça inhibait les phytates. Et les phytates sont des éléments qui s'opposent à l'absorption du fer par chélation. Et donc, comme je vous le montre ici, pour les facteurs influençant l'absorption du fer, pour le fer héminique, il n'y en a aucun. La vitamine C n'augmente pas l'absorption du fer héminique. Par contre, pour le fer non héminique, diminue l'absorption, et donc ce sont des facteurs limitants. Les fameuses phytates qu'on trouve dans les céréales complètes, vous savez qu'on demande beaucoup aux enfants de manger des céréales complètes qui sont un peu plus riches en fer, mais elles sont pleines de phytates. Les légumes, et puis des aliments, des végétaux qu'on utilise beaucoup en Afrique, le maïs, le sorgho et le millet. C'est très riche en phytates. Et puis les polyphénols, thé, café, légumes, notamment les épinards, les aubergines, les haricots noirs, sont pleins de phytates et diminuent l'absorption du fer. Augmente l'absorption de la vitamine C et la viande. Ça augmente l'absorption. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer la biofortification. Ça, c'est pas simple, il faut travailler avec des ingénieurs agronomes. Augmenter, et c'est ce que je fais, augmenter la teneur en fer des haricots. Effectivement, des haricots biofortifiés contiennent 2 fois plus de fer, et en plus, il y a une diminution du ratio phytate-fer, ce qui diminue la chélation du fer et donc augmente l'absorption du fer. Et pourquoi les haricots? Parce que, les Africains me le confirmeront ou me l'affirmeront, c'est un des aliments les plus consommés dans certains pays comme le Kenya, le Burundi ou le Rwanda, donc c'est des légumineuses comme vous savez. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la carence martiale est vraiment un facteur majeur, un problème majeur de santé publique, qui touche certes, comme la dénutrition tout à l'heure, essentiellement les pays en voie de développement, mais qui est aussi, et c'est pour ça que c'est la plus importante de la planète, qui touche aussi les pays développés. Et comme on a parlé de l'obésité, elle est non seulement plus fréquente, je ne parle pas du surpoids, mais en plus elle est infiniment plus grave que l'obésité. Je dis ça parce que là encore, on veut mettre au même niveau l'obésité et la carence martiale. Moi qui m'estime un spécialiste des deux, il n'y a pas photo pour moi. Et donc, elle doit être disponible avec les moyens dont on dispose dans chaque pays. Dans notre pays, et je crains que vous soyez contaminés, vous savez qu'en France, on diminue de plus en plus la consommation carnée en inventant des théories fumeuses sur, je ne sais pas, le réchauffement climatique ou des choses comme ça, qui n'ont bien sûr aucune base scientifique, ce qui va aggraver et augmenter encore plus la carence en fer. Et puis, dans les pays en voie de développement, où malheureusement le problème, ce n'est pas la peur des produits carnés, mais c'est la disponibilité du produit carné, eh bien la supplémentation en fer, qui est sûrement une solution qu'il faut essayer d'améliorer, la biofortification des végétaux est sûrement la meilleure solution. Je vous remercie.